Bonjour Jean-Pierre, nous sommes contents de t'accueillir aujourd'hui pour l'émission Pop Campus sur Radio Campus. On te reçoit suite à ta venue pour ce week-end effectivement du 29 et du 30 septembre, puisque tu es accueilli par l'événement Teach, Drink and Draw, organisé au sein de l'université de la fac de lettres. Et nous en profitons pour te poser quelques questions sur ton parcours, sur des intérêts qu'on te connaît, et nous te remercions d'être ici. Moi je vous remercie d'être ici parce que j'ai un certain âge et j'ai grandi en gros. C'était juste après la guerre et qu'en ville il n'y avait pas beaucoup à manger, il y avait ce qu'on appelait les tickets de rationnement, on avait droit à un œuf par semaine. Donc j'ai grandi pas loin d'ici en Creuse et les meilleurs amis de mes parents étaient des cousins, c'est une famille dans le bâtiment qui s'appelait les Pasteurs. Oui. Donc j'ai passé beaucoup de temps de ma jeunesse ici à Clermont. D'accord. Et je vais vous dire, on va dire, parce que je suis né vers l'âge de 8-10 ans, en 60 ans ça a pas mal changé. Alors, c'est très marrant que nous commencions comme ça, parce que figure-toi qu'en fait, on le fera peut-être tout de suite, mais je comptais conclure l'interview en suggérant une petite dystopie ou une uchronie, en te demandant si tu connaissais Clermont-Ferrand, et en te demandant éventuellement comment tu verrais cette ville peut-être dans une centaine d'années, ou dans un univers parallèle. Donc c'est marrant parce que tu m'as, de façon assez amusante, coupé l'herbe sous le pied sur une des questions finales de l'interview. On verra, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ce sera un petit... Oui, voilà. Oui. Moi, je t'ai connu, Jean-Pierre, comme beaucoup d'entre nous. J'ai 39 ans, moi je t'ai découvert effectivement par cinéma de quartier avant toute chose. Cinéma de quartier pour moi c'est quelque chose qui était marquant. C'était l'occasion pour un jeune passionné de cinéma de découvrir peut-être ce qu'on lui cachait un petit peu jusqu'à maintenant. Puis grâce un petit peu à mon papa qui t'aime beaucoup aussi, avec qui nous regardions notamment les fameux samedis de Canal, les films que tu présentais. Donc l'occasion de découvrir le bis, ce que j'appelle moi le hors cadre, avec cette sensation de toucher quelque chose qui répondait certes à une envie, mais peut-être aussi à un vide qui était comblé à ce moment-là par cette émission. Est-ce que tu pourrais éventuellement revenir un petit peu peut-être sur cette vitrine fantastique à tous les sens du terme qui était cinéma de quartier? Comment cinéma de quartier s'est-il installé à la télévision? Alors cinéma de quartier c'est une drôle d'histoire. Moi au départ je suis pas sectaire en cinéma. C'est-à-dire que je grandis à Livry-Gargan en banlieue. Mais des fois, on monte à Paris, où il y a le plus grand cinéma d'Europe, le Gaumont Palace, où je vois Ben-Hur. Et puis, dans les cinémas du coin, je vois des films aussi bien français que étrangers. Je vois des films d'aventure, comme La Proie Nue, qui est un remake des Chasses du Comte Zaroff, moderne. Et puis, la semaine suivante, un Georges Lautner. Oui, bien sûr. Et quand j'arrive à Paris, je suis étudiant en droit et en lettres. Je vais faire semblant, je passerai la première année, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose et je ne sais pas encore quoi. Plutôt, il faut que j'invente un métier. Donc, je vais alterner les cinémas des grands boulevards, oui. Le midi-minuit, tous ces cinémas-là, qui étaient quand même des cinémas pas fréquentables. Parce que moi, je disais au type un peu snob qui disait « Je vais voir un film avec toi à l'Eldorado », je disais « S'il te plaît, prends tes précautions avant si tu vas aux toilettes. » Oui. Parce que les derniers rangs, ils n'étaient pas venus pour le film. Non. Alors, il y avait généralement un érotique, et puis il y avait généralement un film d'horreur. Ouais. Et s'il allait aux toilettes, il trouvait un mec au milieu de 8 autres, alors il ressortait un peu rouge. Je disais, mais je t'avais dit de prendre tes précautions avant. Donc, moi, j'ai grandi sans a priori. Oui. Et puis, comme je n'avais pas d'a priori... j'ai subi, comme tout le monde, en montant à Paris, le terrorisme de la nouvelle vague. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient décidé qu'il y avait le grand cinéma et le non-cinéma. Oui. Donc, moi, j'en ai beaucoup parlé avec un type dont j'étais très très proche, qui était Claude Chabrol. Je lui ai dit, vous avez quand même été un peu dégueulasse. Il dit, oui, mais on voulait la place. Donc, on a dit à Bas Stevens, vive Ford, à Bas Wyler, vive Hawks. Et il dit, c'était pour s'imposer. Et je dis, mais t'étais le plus gentil. Il dit, oui, Godard et Truffaut étaient plus méchants. Mais il dit, on a fait ça. Puis après, il m'a dit, t'as rien à dire. Quand t'es arrivé à Pilote avec ta bande, vous avez un peu chassé les vieux aussi. Je dis, oui, mais on n'a pas dit de mal d'eux. On n'a pas dit de mal d'eux. On les a chassés sans s'en rendre compte, avec innocence. Avec innocence. Hein? Alors, la suite de l'histoire, elle est très courte. Je me rends un jour, nous sommes amis à l'époque, avec Eddie Mitchell, qui va enregistrer un disque à Nashville.
Et on est au bord de la rivière Tennessee, où il y a un type avec une jambe de bois et un fusil à pompe qui garde les bateaux sur le Tennessee de Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, bref, des outlaws, quoi. Absolument, oui. Et on se met au bord de la rivière Tennessee, on attendait Willie, je crois, qui n'est pas venu, mais Johnny Cash est venu. Et avec des flingues partout, c'est drôle. Et Eddie Mitchell parle avec un type, c'est Gérard Jourduy, qui bossait avec lui, qui faisait Récré à deux, les trucs comme ça et tout. Et il dit, ouais, voilà, avec Brion, on a parlé de faire un programme qui s'appellera La Dernière Séance. Et il dit, parce que quand même, alors, on parle, puis il dit, toi, tu vois les titres, alors on commence à citer les grands films américains d'aventure qu'on voyait jamais, les grands westerns. Alors lui, il avait un blocage, il détestait Victor Mature. Quel que soit le film, non, s'il y a Victor Mature, non. Bon, je dis ok. Mais donc, il commence à développer La Dernière Séance. Et je leur dis rien sur le moment, mais je me dis, ouais, il parle pas du tout du cinéma européen. Il parle pas tellement du cinéma anglais, il parle du cinéma américain. Donc, dans un coin de ma tête, je me dis, ça couvre pas tout. Beaucoup plus tard, les années passent. Non, pas beaucoup d'années passent. Ils sortent les Léon. Oui. Et on va voir, je crois, le deuxième ou le troisième. Et Monsieur Eddy, au bout de 10 minutes, me dit, mais qu'est-ce que tu m'emmènes voir? Il a repris les manteaux de Ford, il fait des ralentis comme les Japonais. Je sors de là, moi. Il dit, c'est n'importe quoi, c'est la fin du western. Plus tard, il essaiera de monter un scénario de Léon, mais seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et quand Pierre Lescure fonde Canal+, moi, j'ai des fois, je suis devenu prudent sur le terrain. Avant, j'étais totalement imprudent, ça m'a plutôt réussi, je suis devenu prudent. Donc, je suis dit, t'as tort de quitter Antenne 2, Canal+, ça marchera pas, tu vas en enfer et tout. Il me dit, écoute, on verra bien. Et puis, Canal démarre. Et puis, je lui dis, je descends à Saint-Tropez. J'allais encore à Saint-Tropez, qui est encore une ville fréquentable. 3 jours chez un copain qui habitait la maison de Richard Wagner, l'homme qui a découvert Saint-Tropez. Ça, personne ne le sait. Et je dis à Pierre Lescure, ben, j'ai une idée. Et je lui raconte Cinéma de quartier. Je dis, tu comprends? Je dis, ton copain Albert Mathieu, qui est le numéro 3 de la chaîne, il adorait les westerns autrichiens, les Winnetou, où il y avait les Indiens qui étaient joués par les Autrichiens et les cow-boys qui étaient joués par les Prussiens, en gros. Et, voilà. Et il y avait Pierre Brice qui jouait l'Indien et tout, etc. Je dis, toi, c'est les films russes, puisque son père était un communiste qui a fondé l'Humanité. De Greff, c'est parfois des films allemands qu'il a montés ou démontés au service des armées, comme le Baron de Munchausen, ou c'est les films de la Hammer et tout. Puis on parle de Bava, on parle de tout ça, parce qu'il connaissait bien tout ça et tout. Et s'il connaissait pas, il demandait qu'à apprendre. Et il me dit, Lescure me dit, là maintenant, aujourd'hui, c'est non. Je dis, ah bon? Il dit, oui, parce que tu comprends, l'idée, c'est que Canal+ devienne la chaîne du cinéma frais. Et que tous les films qui sortent, ils sachent que même s'ils ne vont pas les voir, 1 an ou 2 ans plus tard, ils les verront sur Canal+. Il dit donc on va s'imposer comme la chaîne où il y a tous les films nouveaux. Il dit mais dans 2 ans, on fait ton truc qui s'appelle Cinéma de quartier. Je connais bien Pierre, je l'aime beaucoup, mais je me dis, bon, bah c'est non. Ouais, bon. Tu croyais pas trop. Puis je pars sur autre chose, je sais pas quoi. Et puis 2 ans plus tard, pile, il m'appelle, il me dit, tu commences quand? Et il me dit, je te préviens, tu vas rencontrer René Bonnel, qui est le patron du cinéma. Alors comme tu es mon copain, ça va pas être facile, parce que ici, il y a déjà des petits empires dans les empires. Et je vais voir Bonnel. Et Bonnel me dit, c'est vous l'espion de Lescure? Je dis, non, je ne suis pas l'espion de Lescure. Pierre m'a dit que c'est vous qui dirigez le cinéma et tout. Il me dit, oui, mais moi... Notez, j'adorais Françoise Arnoul. Est-ce que vous allez passer des films avec Françoise Arnoul? Je dis oui, bien sûr. Et puis il y avait des trucs un peu vicieux. Le Voyeur. Je dis le Voyeur, ouais. Il dit bon, écoutez, simplement, moi je vous engage pas parce que je veux pas vous avoir dans les pattes pour que vous espionniez pour Lescure. Donc vous allez faire une société, puis vous me vendrez les films. Parfait. Donc je fais ma société et on démarre. Alors personne n'y croit. On démarre grâce à des types qui sont devenus producteurs, qui s'appellent les frères Altmaier, qui à l'époque sont chez UGC et qui ont un gros catalogue et qui sont les seuls à croire que restaurer un film genre Hercule et la Reine de Saba et tout, ça peut rapporter de l'argent et surtout ça peut se rediffuser après. Donc ils vont me donner 6 mois de film. Donc ça y est, je suis parti avec des péplums, des westerns italiens,
des polars italiens, toujours signés les mêmes d'ailleurs. Oui, oui. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, je vais rencontrer un type brésilien qui est un fou furieux, qui travaillait plusieurs cités, qui s'appelle Carlos Silva, qui est un enfant des favelas, qui est devenu un expert en cinéma, qui connaît tout le monde. Et lui, quand je vais lui dire, j'aimerais passer tous les bavards, il va trouver tous les bavards. Quand je vais lui dire, alors avec différentes maisons, quand je vais lui dire Le Grand Silence, il y a une deuxième fin, il va me dire, je te la trouve, et on va aller en Italie. En Italie, on donne une poignée de billets au mec, il dit, je crois que je vais retrouver la copie, mais je ne sais pas où elle est. On redonne encore, c'est des paquets en lire, c'est pas beaucoup d'argent. Okay. On redonne encore une liasse de 10 lires, où il y a au moins 100 lires. Le mec dit, ça, maintenant je me souviens un peu. On lui redonne la liasse où il y a écrit 500 sur le premier billet, et les dessous, c'est les lires. Okay. Il dit, ça y est, je sais où c'est. Il m'amène une copie, on file, on trouve une salle de projection, qu'on loupe le truc, on voit une copie rayée de la mort, et puis la fin qu'on connaît, et puis il manque 10 minutes, et le son est pourri. Et à ce moment-là, Carlos Silva, il dit, on va aller voir les Allemands. Les Allemands, c'est les Allemands, ils gardent tout. Alors on va voir Betatorus, qui était la grosse boîte allemande, et on arrive avec, qu'est-ce que vous voulez? Et ben voilà, on a acheté les droits aux Italiens, mais ils n'ont pas le matériel. Vous voulez quel film? Le Grand Silence et le Grande Silenzio en allemand. Elle fait, oui, je vois. Pouvez-vous me sortir dans le hangar 27 les bobines machin? Et elle dit, alors voilà, ça c'est le film, la copie elle est neuve, et ça c'est écrit deuxième fin. Et voilà. C'est fantastique. Et c'est parti. C'était pas un hangar hermétique, ça. Hein. Voilà, c'est fantastique. Ça. Hein. Et c'est là que pour la première fois Scorsese m'appelle. Et il me dit, on se connaît pas. Après, on s'est connu mieux. Il me dit, vous avez trouvé la deuxième fin? Je dis, ouais. Je lui dis, sur Matarazzo, j'ai une copie 9.5 du Navire des filles perdues, une histoire de pirates avec des nanas déshabillées. Il dit, ouais, moi j'ai une copie pourrie 35. Je dis, et on n'a jamais pu retrouver le reste. Hein. Il manquait le son. Mais un jour, on le trouvera. Et donc, je commence à me faire un circuit de gens dans le monde entier où je découvre qu'on est les seuls au monde. Parce que le deuxième qui va me demander au début des cassettes et puis après des DVD, ça va être Tarantino. Parce que les deux, ils découvrent qu'en France, il y a une chaîne, parce qu'ils en passaient, eux. Mais ils restauraient pas. C'était pas la copie à tomber par terre. Ils passaient les copies pourries. Ils découvrent qu'en France, ils peuvent avoir la copie neuve. Et après, tout un marché va se créer autour, énorme. Bon, l'émission, elle va durer, en gros, 10-15 ans, il y aura 10 ans de bon. Il y aura 10 ans de bon parce qu'après, il y a des gens qui vont changer un peu. Il y aura les premières crises à Canal. Oui. On va me dire de repasser mes plus grands succès. En fait, ceux qui les avaient vus n'avaient pas envie de les revoir. Il n'y avait pas un public nouveau. Et puis, ça va mourir doucement. Bon, comme tous les trucs qui ont eu un moment, je suis parti un peu trop tard. Mais on a fait surtout des nuits incroyables, des nuits sidérantes, parce qu'à un moment, on fait Quartier Interdit, et Quartier Interdit, on se dit, on le passe la nuit, et là, on emmerde les censeurs. Donc, je commence Quartier Interdit avec du lourd quand même, des trucs qui étaient vraiment très dérangeants, très gore, des films d'horreur si bien faits qu'on croyait que c'était des snuffs, et c'était pas des snuffs. Tu avais passé, excuse-moi de t'interrompre, mais tu avais passé Tetsuo dans Quartier de nuit, non? Oui, j'ai passé Tetsuo, et après je fais connaissance de lui, et puis on devient copains et tout. Je passe Tetsuo, mais De Greff est un génie. De Greff est un génie, parce qu'un jour il me convoque, il me dit, c'est très bien, ça marchait bien. Il dit, mais comme ça, pour savoir, est-ce qu'il y a des films qui ne passeraient pas dans Quartier Interdit? Parce qu'il trouve que quand même, la télé, c'est un truc, tu ouvres le bouton, c'est pas comme d'aller au cinéma. Oui. Et je dis oui, moi je me sens quand même moralement responsable. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts à voir certains trucs. Je dis moi, personnellement, j'aimerais pas leur balancer Salaud de Pasolini et la dernière maison sur la gauche. Je dis parce que quand même, tu les vois, ma femme avait fait le coup, elle m'a dit ça m'a rien fait, puis après, pendant une semaine, elle regardait le mur, tu vois. Je dis, c'est quand même des films pas évidents, je crois que je les passerai pas. Elle me dit, moi, je pense que c'était les 2 prochains que tu programmes. Comme ça, poussé à la roue. On n'a eu aucune lettre d'insulte, d'engueulade. Tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tous voulu revoir Salaud 10 fois. Bien sûr.
mais ils ont été très contents de le voir une fois. Alors oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça c'est l'histoire d'une vision. Il y avait une vision qui présidait à tout ça à la base, créer quelque chose effectivement qui était de niche, qui n'intéressait peut-être quelque part beaucoup de monde, mais que ceux qui voulaient bien s'y intéresser. Et c'est ça, moi je trouve, qui était fantastique sur Cinéma de quartier, et puis donc cette petite, ce pas latéral sanglant qui était donc Quartier de nuit. Je te remercie pour cette réponse qui est vraiment très détaillée. Alors là, vraiment, fleuve, fantastique, voilà. Ah oui, puis je voulais dire, tout à l'heure, tu as cité Victor Mature. Alors moi, quand j'entends Victor Mature, je réponds Raquel Welch. Bref. On va revenir si tu... Raquel Welch, pourquoi? Elle était bien, Raquel Welch. Ah mais, absolument, mais justement, fantastique. Parce que moi, j'ai un copain, il était cadreur. Donc, tu vois, il tenait la caméra comme ça. Wenfeld, il s'appelait. Et... assez costaud et tout, une gueule un peu baroudeur, vraiment le caméraman qui a fait les actus et tout. Puis un jour, on était dans une boîte de nuit, ça s'appelait Castel, c'est la grande boîte à la mode à l'époque, et il dit « Oh, j'ai une nouvelle fiancée, je pense qu'elle va vous plaire. » Et puis il nous amène Raquel Welch, qui était grande comme ça, ils sont restés 15 ans ensemble. Je reconnais que le caméraman, là, il nous a bien... Ah oui, là, il vous a grillé, là, quelque chose de bien. On va faire un petit, comment dirais-je, saut temporel en arrière. Pilote. Pilote, pour moi, c'est un petit peu l'avant-métal, pour beaucoup. Hein. C'est aujourd'hui un hebdomadaire qui est légendaire, Pilote, de toute façon. Ce qui m'intéressait, on sait que Goscinny, il souhaitait pas forcément en développer finalement la SF, la fantasy, le fantastique dans son journal en fait. Hein. Je pense qu'on peut voir les choses comme ça, sinon tu me détromperas. Tu étais arrivé à Pilote pour lequel tu as signé des BD, des one-shots, des strips, tu as écrit aussi quelques articles, me semble-t-il, pour Pilote, voire même peut-être beaucoup. Comment tu as vécu ces années Pilote et ce fait que Goscinny finalement, tu l'as abordé presque tout à l'heure en disant on a fait de la place un petit peu comme à Canal finalement. Hein. Une jeune garde en fait qui arrivait, comment tu avais vécu tout ça, cette période-là finalement, peut-être étriquée pour vous quoi, dans Pilote, ce qui a donné après ce qu'on connaît. Pas si étriqué que ça. La vérité, c'est que moi j'arrive à Pilote en 70-71. Grâce à Druyer, qui dit je vais faire une bande dessinée d'actualité, alors que lui il n'était pas du tout d'actualité, mais c'était pour me mettre les pieds à l'étrier. Donc on avait fait l'avion français. Un avion français 1900 avec comme les stations de métro de Guimard et tout. D'accord. On disait c'est le plus bel avion du monde et tout. Il a qu'un seul défaut, il peut pas voler tellement il est lourd. Bon, ok. Et puis je rentre à Pilote. Alors je ne sais pas que Goscinny a été mis en cause et presque provoqué en 68 par tous les jeunes auteurs autour de Giraud qui lui ont dit c'est plus vous le patron, on va faire l'autogestion et tout. Ça s'est très très mal passé. Goscinny s'est un peu refermé parce qu'il était auteur, il avait fait le journal, il publiait des gens, tout à coup on le traitait en patron. Donc, j'ai pas subi le trauma. Moi, j'arrive à Goscinny, et Goscinny, il est très très gentil avec moi, parce que je suis très très timide. Alors des fois, il me fait lever la main, il me dit « Levez la main, Dionnet !» Je dis « Oui !» Alors il y avait Rézère à côté, il y avait GBL, c'est l'époque où il y avait les mecs de Charlie, donc des monstres. Il me dit « Vous avez une idée d'actualité ?» Je dis je pourrais faire une parodie d'un film avec Delon et Toshiro Mifune, qui s'appelle Soleil Rouge, qui sortait le lendemain. Il dit c'est bon, vous faites ça avec Yves Gott, vous livrez vendredi, parce que c'était les rythmes de l'actualité. Ah, oui, donc c'était le lundi, le mardi on se voyait, le vendredi on se livrait la parodie. Je savais pas que j'allais rencontrer plus tard Toshiro Mifune et Alain Delon. Tout comme le deuxième bande dessinée, c'est un dégueulasse qui montre avec son impair, c'est... ce qu'on veut aux enfants, et je mets Serge Gainsbourg, je sais pas qu'on va devenir copains plus tard. Et Goscinny me dit, il me prend à part, il est toujours gentil. J'arrive avec une BD avec Giraud, qui en gros est une première version écrite plutôt par Giraud que par moi. Mais il me dit, voilà, on pourrait faire ça, puis je trouve la suite, mais c'est lui qui a eu l'idée, qui est le garage hermétique. Oui, bien sûr. Pratiquement, le garage, bien sûr. Pratiquement le garage. Et Goscinny le regarde, c'est lui qui a été le plus violent contre. Il dit, bon, Giraud, on arrête les conneries, vous retournez faire vos cow-boys. Vous, Dionnet, restez 5 minutes. Moi, je reste un peu pétrifié quand même avec son grand bureau. C'était pas le Achille Talon, il n'y avait pas écrit non, hein, mais c'est comme un bureau de directeur. Et il me dit, écoutez, j'ai rien contre vous. Lui, quand même, ça va. Hein. Il dit, mais je vois ce que vous voulez faire. Ça
c'est pas mon truc, mais je trouve ça bien. Donc, écoutez, on va en prendre le maximum, et si ça marche pas assez, moi je vous donne un journal pour faire de la science-fiction avec vos copains. Et la chance de ma vie, c'est qu'est arrivé Claude Moliterni, qui avait fait la revue Phoenix. Oui. Que Claude Moliterni, j'avais essayé de monter un journal avec les mêmes, mais avec Puce Forest, Druillet, Jean-Claude Gall, Bilal, qui s'appelait Snark chez Nathan, qui n'avait pas marché. Et je ne savais pas qu'ils avaient proposé le journal avant à Moliterni et qu'il l'avait viré, qu'il m'avait pris la place. Donc Moliterni, qui était un ami, pensait que j'avais trahi. Donc lui, il fait Lucky Luke Magazine, et on ne parle plus de mon journal. Heureusement, sinon il n'y aurait jamais eu Métal. Et Goscinny avait une pruderie naturelle, qui est que quand Druillet a fait un zizi de Alan Sloan, Goscinny lui a dit ça non. Alors, il a enlevé le zizi, puis après il est allé chez l'imprimeur, il l'a remis. Goscinny ne l'a pas vu. Mais on voulait la liberté, en gros, de faire des bistouquettes comme Crumb et tout ça. En réalité, quand on a fait Métal, on a fait des bistouquettes sur 4 numéros, parce que quand on a vu qu'on pouvait les faire, bon, Gottlieb, il a continué dans Flux Glacial, parce que c'était un peu un thème récurrent chez lui. Voilà. Mais nous, une fois qu'on avait la liberté, on n'était pas obligé d'en mettre dans toutes les histoires. Et c'est comme ça qu'elle est Métal. Et Goscinny était un type extraordinaire. Je me rends compte qu'il était très blessé, qu'il était très malheureux. C'est pas pour rien qu'il va faire son truc. Que quelque part, il a été super avec nous. Il nous a laissé faire nos trucs. Et nous, on le voyait avec son costume cravate un peu serré. Alors, voilà, c'est moi maintenant. Et on disait, ouais, mais enfin... Et Hervé Kurtzman, qui est son copain Ahmad, me disait, c'est un mec merveilleux, mais ici, il n'a pas marché. Mais il est délicat. Alors, il disait, je dîne avec Goscinny ce soir. Je disais, non, mais moi, Goscinny, je ne peux pas dîner avec lui, c'est mon patron. Il disait, mais quels sont vos rapports? Je dis, ben, j'en ai pas. Il dit, mais... Oh, il dit, c'est con. Il dit, ouais, mais j'ai bien compris que... il était... quelque chose n'allait pas. Donc lui, il dessinait avec le mec qu'il avait suivi à New York, où il a dû placer 2 planches en 10 ans. Et donc, je me suis rendu compte d'un truc. Bon, ça m'est arrivé plus tard. Un certain nombre de dessinateurs, au bout de 8 ans de Métal, ont voulu me faire un putsch en disant, en gros, ceux qui dessinaient très 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 bien, au sens classique, disons la mouvance Skoiten. Oui. Disait, on comprend pas pourquoi dans un journal où il y a des trucs de seringue, du à Schlingo, Ouin ou Max, nous on voudrait être entre dessinateurs un peu de qualité et ce qu'ils font. Et j'étais là, et puis j'ai vu que les mecs me regardaient, parce que j'aimais bien même en tant que punk avoir une cravate au contraire pour être l'opposé des punks. Et je me dis, tiens, j'ai pris la place de Goscinny, et il commence à me faire un procès. Ils me disent, tu comprends? Moi, je pourrais, par exemple, toutes les semaines, je ne sais plus quel dessinateur, choisir le dessinateur, puis il y aura un autre. J'ai essayé, hein, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'un dessinateur, il va aimer qu'un style de dessin. Et même un rédacteur en chef, hein, parce que Manœuvre, qui à ce moment-là fait de l'excellent boulot, devient mon bras droit et s'occupe de tout, je croise un dessinateur maudit que j'adorais, Charlie Schlingo, dans l'escalier qui s'en va. J'ai dit à Charlie, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'à l'époque, il bossait pour Futuro, puis après pour Harakiri. Et il dit, ben, Manœuvre m'a viré. Je dis, Charlie, tu remontes avec moi. Et j'arrive, je dis, bah, Philippe, qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, ah, lui là? Ah non, attends, le mec, il décide comme Charlie Schlingo. Bon, donc on a dissipé le malentendu. On a publié Charlie Schlingo, on n'en a pas vendu. Et il me dit, bah écoute, on va faire la même chose qu'il m'est arrivé quand je suis arrivé chez Futuro. Il m'a publié, on n'a pas vendu. Il m'a dit, je peux plus publier, on est allé se saouler la gueule. Après, il y a le professeur Choron, il m'a fait bosser. Ça s'est pas vendu. Et il m'a dit, je peux plus, on est allé se saouler la gueule. Alors, toi, tu peux plus, bah on va aller se saouler la gueule. Voilà, c'était Charlie Schlingo, chanteur et poète, que j'ai fait découvrir à Michel Houellebecq, qui connaissait ses disques par cœur, qui était un immense talent sauvage et qui aurait pu être le Matt Groening français, parce qu'il avait commencé des projets d'animation incroyables et tout, mais qui ne se sont pas faits. Et je pense que là, il aurait décollé. Il faisait ça avec Stéphane Ross, et ça aurait vraiment pu être les Simpsons français. Et puis bon, le con, il buvait beaucoup, il machin et tout.
Il est mort jeune, quoi. Mais bon, c'était un roi de la picole, c'est-à-dire que les cafés de la butte Montmartre, quand il partait du bas de la butte, c'était un tout petit Depardieu, mais extraordinairement costaud, parce qu'il avait été paralysé jeune, donc on lui avait allongé les os des jambes, donc il marchait comme ça, et tout. Un colosse, mais qui faisait 1 mètre par 1 mètre, presque. Et il montait la butte, bon, bah, il fallait que ça aille dans tous les cafés. Quand il arrivait au Sacré-Cœur, il y en avait 2. Et bon, donc vous voyez, l'histoire, elle recommence toujours. Parce que quand on est d'un côté du bureau, on regarde l'autre, puis quand on est de l'autre côté du bureau, alors moi maintenant que je suis redevenu par exemple auteur, et que l'époque est assez, je trouve, publie beaucoup trop de choses, je regrette parfois qu'il n'y ait pas en face des mecs comme moi pour me dire ça je trouve ça bien mais j'aime pas ça. Et là je comprends pas ton personnage. Parce que la dernière grande bande dessinée que j'ai faite, vraiment importante, c'est L'Ange de Miséricorde avec Teureau. Chaque fois, Mougin me disait « Waouh, c'est super, allons déjeuner ». J'aurais bien voulu qu'ils me disent « Ouais, mais t'es tout seul quand t'écris. » Avec le dessinateur qui est tout seul à dessiner. Donc, si t'engueules sur un point qui n'est pas clair, ça veut dire qu'il a lu ton truc. À la limite, j'ai l'impression de le mettre dans la boîte postale, puis ça ressortait dans le journal. Ouais. Voilà. Je te remercie, c'était intéressant, notamment ce que tu avais à dire sur Goscinny, parce que moi je me disais qu'éventuellement c'était quelque chose qui s'était peut-être beaucoup plus mal passé que ça, le ressenti peut-être qui restait, et c'est intéressant de voir effectivement la répétition finalement du schéma que toi tu as pu retrouver à un moment. Pour rester dans Métal, alors Métal Hurlant, pour le entre guillemets grand public d'initiés, je dis bien, c'est pour moi peut-être la première aventure qui est fondatrice, avec une genèse qui est intimement liée bien sûr à la création des humains, les humanoïdes associés. Métal a commencé autour de toi, Druyer, Moebius, Farkas également. C'était un laboratoire à mon sens, hein, moi c'est vraiment mon avis sur Métal, hein, ma vision en tout cas, un labo certes bordélique, dissipé, mais autour duquel il y a eu un avant, un après, ça c'est vraiment très clair. Et Bascanard, il a permis de faire immerger quand même d'immenses talents. Casa, Margerin, Cyr, Squitten, j'ai jamais su prononcer le nom. Squitten, Squitten, comme on veut. En Belgique, c'est plutôt Squitten. En France, c'est plutôt Schuiten. Comme tu l'avais cité il y a 5 minutes et tu as dit Squitten, je me suis dit merde, ma prochaine question, il faut que je le prononce comme ça alors. Et t'étais donc et tu étais également entouré d'artistes déjà établis, bien sûr, Bilal, sans compter les cofondateurs, Jean Giraud, alias Moebius, Druyer et compagnie. Question peut-être un petit peu bête parce qu'elle supposerait que tu as eu une prescience à l'époque là, mais à cette époque, mais est-ce que vous vous rendiez compte ou est-ce que tu te rendais compte de l'impact que cet imaginaire allait avoir et l'impact majeur et pas que dans nos frontières à nous, bien sûr. Parce qu'il n'y avait rien d'autre comme ça, il n'y avait rien de comparable. Alors, l'histoire. En fait, au départ, non. Au départ, moi, je travaille avec Mandrika, un peu en cachette, puis après plus ouvertement, à l'Écho des Savanes, parce qu'il y a Bretéché, il y a Gottlieb, il y a Mandrika, mais très vite, comme ils sont trimestriels et que le distributeur est parti avec la caisse, ils doivent devenir mensuels, donc je vais leur amener des dessinateurs que Pilote ne veut pas, comme Francis Mas, Petillon et tout. Oui. Et puis on va décider de faire d'autres journaux. Alors, il y en a un qui s'appelle le Zonarque des banlieues. Il y en a un qui s'appelle Banane Mécanique, qui est censé être des revues plutôt olé et un peu pornographiques. Il y en a un qui s'appelle Métal Hurlant. Et dont on parle avec Giraud et Druyer qui me disent oui. Et puis, à ce moment-là, je ne sais pas que l'Écho des Savanes va se casser la gueule. Ouais. À ce moment-là, je demande mon argent à Mandrika. Il essaye de me défenestrer, mais bon, c'est pas grave, c'est du premier étage, mais il me rattrape au dernier moment. Et puis après, il s'excuse, puis il me dit, Métal Hurlant, écoute, nous, on va très très mal, fais-le sans moi. D'accord. Et donc, je vais voir Giraud et Druyer. Le seul qui a de l'argent, c'est Giraud. Donc, on prend une espèce de cave avec 2 pièces, une loge de concierge, et on s'installe dans les bureaux et on fait la manutention. Non, c'est pas nous, parce que comme on est des artistes, il ne faut pas qu'on s'abîme les mains, c'est plutôt nos femmes qui portent les caisses. D'accord. Et tout. Ouais, comme pianiste, attention, voilà. Et on fait le 1, et puis on fait le 2, trimestriel, puis le distributeur part avec la caisse. Et on devient mensuel. Et donc, la dominante de départ, c'est science-fiction. Oui. Or,
nous avons connu la science-fiction américaine, nous avons tous grandi avec. Et puis après vont se rajouter la BD rock, tout ça. Mais le grand impact mondial, ça va être la science-fiction, le fantastique et tout. On ne sait pas que Tsui Hark à Hong Kong se fait venir il le dira plus tard à Giraud, des photocopies des premiers métal. On ne sait pas que Otomo est un abonné de la mort. On ne sait pas que Frank Miller, que je vais voir dans 10 jours à Paris, qui vient 2 heures pour parler de Moebius, est un fou de Moebius. On ne sait pas que... Et en fait, à ce moment-là, le grand événement, c'est que je vais le vendre aux Américains. Et je vais me dire, en fait, est-ce que depuis le début, ton but dans la vie, ça n'a pas été d'envahir l'Amérique Et je crois que oui. Mais oui, parce qu'après, je me suis beaucoup battu pour ça. Mais ouais, on va changer le VD de SF. Donc, des jeunes metteurs en scène vont venir. Ridley Scott, qui vient de faire Dueliste avec Harvey Keitel, va regarder le Necronomicon et dire ah, il est bien le monstre là, ça serait bien pour mon film Alien. Je lui donne le téléphone de Giger. Alors ça, c'est une sacrée anecdote. Ouais, je lui donne le téléphone de Giger, il l'appelle, il lui fait son monstre. Alain René vient, il va engager Bilal pour les décors. Fellini vient, il voudrait bosser avec Moebius. Mais après, il me dira non, parce que Moebius, en fait, j'ai peur qu'il me dévore. Il dit, parce que moi, c'est mon univers à moi, mais le sien, il est plus fort que le mien. Et donc, il ne fera pas de film. Mais Jean va aller bosser sur Tron, sur tout ça, etc. Et puis, on va voir surgir une génération de types. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va plus influencer l'étranger que la France. Et ça, c'est une histoire éternelle. Oui, alors c'est vrai parce que on en parlera peut-être maintenant ou plus tard, mais c'est vrai que quand tu vois l'influence chez Otomo ou même chez des mangaka comme Yukito Kishiro, même avec Gunham, qui est quand même, si c'est pas du métal hurlant, je sais pas ce que c'est Gunham. Il y a un film qui sort prochainement d'ailleurs, Battle Angel Alita, je crois qu'il s'appelle. C'est vrai que l'influence enfin au-delà de l'Hexagone a été quand même très prégnante. On s'en rend compte maintenant plus que jamais, je trouve. Metal hurlant, il a connu sa fin, je dirais sa première fin en 87. Et après avoir fait apparaître d'ailleurs d'autres auteurs, dont certains qui sont vraiment fantastiques, comme JNS par exemple, avec un trait inimitable, élégant, sexy, violent, voilà. Néanmoins, il y a eu une tentative de relance du Canard en 2002, et j'ignore totalement si tu étais éventuellement partie prenante de cette tentative de résurrection. Il est compliqué d'être et d'avoir été, et je ne sais pas si tu as essayé de participer à cette relance de Metal Hurlant en 2002. Je suis un peu là-dessus, je suis un peu stupide. C'est-à-dire que ça se fait sans moi. Il y a quelques dessinateurs que j'aime bien, il y a quelques dessinateurs que j'aime pas, mais je trouve ça sympa. Donc, comme il y a une édition, c'est un comic book, donc format comic book. Je trouve que les histoires sont pas trop mal. Je vais même faire une chronique, pas pour la France, mais pour l'Amérique, ça me plaît beaucoup. Donc le bébé, il est plus à moi, mais je vais y participer. D'accord. Bon, ça va pas durer longtemps parce qu'entre-temps, tout le reste a assimilé métal. Et cette année, l'année dernière, je me suis dit, ça y est, on a atteint le point oméga, c'est quand il y a eu Batman Metal. Parce que Batman Metal, c'est la fin. Ça veut dire que Metal est devenu un label qui permet de relancer Batman. Donc, ça y est, on a fait le tour. Il y a eu une influence de Druillet, mais qui a été assez courte dans des pages machin comme ça dans tous les sens qui explosent. Oui. C'est un peu retombé, mais ça revient des fois. Et les types, j'ai parlé qu'un jeu de dessinateur et tout, ça amuse beaucoup Philippe, ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils ont copié une période de Solano Lopez, ou non, pas de Solano Lopez, d'un très beau dessinateur de chez DC qui s'appelait Luis Garcia Lopez ou un truc comme ça, qui a fait des planches à la Druillet. D'accord. Mais c'est ça qu'ils ont vu, c'est pas Druillet. Non, donc il dit, on fait partie maintenant du patrimoine commun, les mecs savent même pas d'où ça vient, mais ça vient de nous. Mais dans ces BD-là, effectivement, par exemple, on ressent totalement l'ADN de choses comme La Nuit ou des choses comme ça. Ah oui. Et c'est ça c'est là qu'on voit aussi que ça a été séminal, quoi, finalement. C'est ça qui est intéressant. Moi, faire peut-être un petit saut encore une fois de côté sur. Si tu veux bien, peut-être revenir à un genre cher à beaucoup, qu'on dit moribond, un petit peu bêtement. Moi, je trouve qu'il est le cyberpunk. L'occasion de rappeler l'importance d'Exterminateur 17.
qui est effectivement vraiment une œuvre majeure. Moi, je pense qu'Otomo, il connaît par cœur, par exemple, Exterminator 17. L'influence aura été rampante, certes, mais on la voit, encore une fois, hein, plus que jamais aujourd'hui. Pour revenir au cyberpunk, aujourd'hui, quand on voit la réalité d'aujourd'hui, le monde hyper connecté, ça a parfois dépassé la SF d'hier. Est-ce qu'éventuellement la réalité d'aujourd'hui, la réalité augmentée d'aujourd'hui, aurait peut-être tué un petit peu des genres tels que le cyberpunk ou des choses comme ça? Alors, on va dire que le cyberpunk, qui va surgir 10 ans après Metal, après Exterminator 17, qu'on traîne depuis Pilote, où il a été refusé, moi qui n'ai pas d'ordinateur à l'époque, qui est une espèce de machine de traitement de texte infernale et tout, on pourrait dire, mais il doit y avoir des mecs avant dans science-fiction, qu'on invente l'homme augmenté. D'ailleurs, plusieurs gens, un type l'ont dit à William Gibson, et Gibson, qui est un mec bien, a dit qu'il n'avait pas lu, je le crois. Parce que lui aussi, il a une machine à écrire, et lui aussi, il va inventer les mondes connectés. Bien sûr. Bon, alors, voilà. Incroyable. Donc, Incroyable. alors, il y a le cyberpunk. On peut dire que le cyberpunk commence à Metal, ouais, avec Exterminator 17. Ouais. On pourrait même dire que le steampunk commence à Metal avec 3 histoires de Tardy. Une qui se passe au 19e, une qui a une momie et une russe. Et lui, il dit, je sais pas faire de la SF. Oui, mais il invente le steampunk. Bien sûr. Avec 10 ans d'avance. Voilà. Et alors, le pire, c'est qu'après surgissent le cyberpunk et le steampunk, et que depuis, c'est devenu la réalité. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a été totalement rattrapé dans le monde réel. Totalement. Et que, normalement, le futur, tu comprends, depuis les années 20, ils racontaient qu'ils iraient bientôt dans la Lune et tout, etc. Ils ont mis quand même 50 ans à y aller. Nous, on a été rattrapés en 20 ans. On a été débordés en 20 ans. Moi, je ne vois pas le futur. Je vois plein de futurs actuellement. Mais à l'époque, le Tokyo que fait Moebius, dans Long Tomorrow, qui sera la source de ce qu'il fera avec Jodorowsky, moi, c'est ce que je leur ai demandé, c'est le Tokyo que je vais voir 10 ans après. Il est un peu comme ça, mais dans Moebius, il l'est vraiment. C'est-à-dire que c'est sidérant, à un moment, on connaît tous la nuit de Druillet, qui a plein d'exemples dans le monde qui sont la nuit de Druillet. À ce moment-là, on est en train d'être prophète, mais prophète, normalement, t'es Jésus-Christ. Tu dis, dans 5000 ans, il y aura la fin du monde, dans machin et tout. Nous, on était prophètes, mais vraiment un peu comme les pasteurisés. C'est-à-dire, c'est à consommer dans la semaine. Parce que notre prophétie, elle n'a pas tenu jusqu'à la fin du millénaire. On arrête tout ça, en gros, en 82, 83, et en l'an 2000, c'est déjà en ligne. Alors, ouais, c'est prophète comme Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, il était quand même un petit peu... Jésus, il était un petit peu cyberpunk quand même, parce qu'il a fini avec du métal dans la chair quand même, non? Oui, non, mais Jésus, c'est Kurt Vonnegut qui disait, je m'en fous qu'il ait existé, il a dit des choses incroyables, et Jésus, de toute façon... moi, j'ai bien suivi sa carrière au travers d'un fou furieux qui s'appelait Louis Jacolio, qui explique qu'après, il a bidonné sa mort, qu'il est parti vivre en Inde et qu'il est devenu le dieu Shiva. Alors Jésus-Christ, tu sais, il faut en prendre et en laisser. Moi, s'il est aux sources de la religion hindoue, mais enfin bon, il nous fait quand même des trucs pas mal, multiplication des pains, marcher sur l'eau... résurrection. Alors, est-ce qu'on est dans le virtuel? Ouais, peut-être. Hein. Non, Jésus, c'est une belle histoire. Moi, je suis un agnostique, mais qui donc croit à toutes les religions et à aucune. Et je trouve que la figure du Christ, qui est la première figure occidentale de non-vengeance, elle est vachement belle. Parce qu'en Orient, il y a ça. Même si, en même temps, il chasse les marchands du temple. Donc, il est très James Dean avant la lettre. Hein. Écoute, cette réponse m'a éclairé. On est d'ailleurs en train de faire l'entretien en face de la cathédrale de Clermont et je pense qu'ensuite je vais aller y faire un tour directement. J'allais te poser une question, mais on a déjà parlé de Gibson. J'allais te dire, si je te dis le ciel au-dessus du port et tes couleurs télé calées sur un récepteur hors service, que me dis-tu? Mais évidemment, c'est donc le début du neuromancien. Tu as rencontré Gibson, je crois. Oui, on s'est croisés, mais on était dans une convention et on n'a pas eu l'occasion vraiment de parler. J'ai eu beaucoup plus d'occasion de parler avec Orson Scott Card. Oui. Voilà, Ender, qui m'a un peu épaté, parce que lui aussi, les enfants soldats... Et puis Ender, c'est vraiment... Bah oui, en gros, on peut dire qu'en science-fiction pure, hors steampunk, cyberpunk, les 2 derniers moments vitaux, c'est Dune
et c'est Ender. C'est-à-dire qu'ils bougent la carte. Alors attention, il y a des romans formidables tout le temps, mais eux, ils bougent la carte. Parce que évidemment qu'un gamin, on est un peu, je suis ici pour montrer un film où il y a des enfants et des adultes, et ben Ender, c'est les enfants soldats qu'on a vus depuis tout autour du monde. Oui. Et lui, il était déjà dans le réel quand il a fait, et depuis, il a été doublé, parce que, effectivement, un enfant de soldat qui n'a pas d'inhibition, c'est bien pire qu'un militaire de carrière. Effectivement. Alors, par rapport à... On a parlé de science-fiction, on a parlé métal, on est parti de pilote, etc. Finalement, on tourne autour de quelque chose depuis tout à l'heure, bien entendu. On tourne autour du genre. Moi, j'aime beaucoup ce mot de genre. Longtemps méprisé, ignoré, hein, ce terme-là finalement, méprisé aussi par une certaine intelligentsia, on en a parlé tout à l'heure effectivement. J'ai trouvé ça très pertinent, ce que tu disais sur la nouvelle vague notamment. Il y a des gens qui ont su aussi rester peut-être un petit peu plus en intelligence avec tout ça. Chabrol aimait le genre par exemple, hein, tout à fait. Le genre c'est avant tout un véhicule en fait. On peut lui passer un coup de peinture qui peut être de la SF, de la fantasy, de l'horreur, mais lorsqu'il est réussi, le genre il parle toujours de quelque chose, il y a toujours un fond, c'est souvent un roman d'apprentissage, c'est souvent fond éventuellement social ou sociétal pour la science-fiction. Et je voulais te demander, qu'est-ce que pour toi le genre, quelle serait ta définition de ce mot un petit peu fourre-tout, mais qui nous fait parler de ce qu'on parle aujourd'hui? Alors je vais te dire, en fait, je vais être très très clair, je suis pour la napalmisation du genre. Parce que dans les années 30 ou 40, les gens vont voir des westerns, mais disent pas c'est moins bien parce que c'est un western. Et ils vont voir les comédies musicales de Universal ou les mélos ou les polars de Universal, disent pas c'est un polar, donc c'est un film de genre. Le genre, il est inventé plus tard. Et tout d'un coup, dans les années 40, 50, 60, quand ça revient, on dit ouais, c'est un film de SF, mais avant-guerre, ils mettent autant de budget dans le Dracula de James Whale que dans les comédies musicales, que dans les mélodrames, et c'est pas, la notion de genre n'est pas née, puisque c'est fait par des producteurs hollywoodiens un peu brutaux de la première génération qui veulent que ça marche, alors qu'ils fassent Scarface avec Cagney, ou Cagney fasse une comédie musicale après, et qu'il fasse un mélodrame après, le mec allait voir un film de Cagney, on lui disait pas c'est genre machin. Le budget des films de Universal à l'époque, il est conséquent. Après, on crée le genre. C'est-à-dire qu'on dit tout d'un coup, il y a les films qui vous disent un message, comme dit très bien Eddie Mitchell, il y a des postiers pour ça. Il l'a redit encore récemment, il dit ça depuis 30 ans. Il exagère un peu parce qu'il y a des films à message qui sont bien, mais c'est vrai que le message, normalement, il doit être inclus dans une histoire un peu complexe et qu'on peut voir de plusieurs manières différentes. Je vais même te dire que, alors, nous, on a l'impression qu'on doit mener un combat. Moi, j'ai écouté Jean Boulet, qui est fondateur de Midi Minuit et tout. Donc, je fais partie du maquis qui va défendre les films de genre. Maintenant, je regrette un peu. Parce qu'à la Cinémathèque, il n'y a plus que des films de genre. C'est vrai. Ouais. Alors maintenant, il n'y a plus personne pour aller voir des Bergman ou des Jean Renoir, des Rossellini ou des Duvivier. On a inversé. C'est-à-dire que la nouvelle génération, quand tu lui dis, écoute, le film le plus dur de l'immédiate après-guerre, c'est pas un film de genre, c'est Le Temps des assassins de Jean Duvivier, qui est une horreur absolue. Et le mec dit, ouais, mais enfin, ça m'a l'air un peu chiant. Et après, quand il dit, ouais, il dit, waouh. Et donc, le genre maintenant domine. Alors, tous ces journaux de ces petits jeunes gens bien, machin et tout, qui disaient, oui, enfin, à part Bergman, Hawks, Hitchcock, il n'y a pas grand-chose. C'est les mêmes ou presque qui te disent, oui, enfin, il y a Bava, il y a Argento, il y a Terence Fisher, et ils ne te parlent plus des autres. Alors, on étudie maintenant, on dit, oui, mais ce sont d'immenses metteurs en scène. Mais le nom d'un chien, L'œuf du serpent, c'est avec Cascaradine de Bergman, ça fait très très peur. Et La dernière maison sur la gauche, c'est Wes Craven, qui a jamais voulu faire d'horreur, qui refait La source de Bergman. Mais La source, c'est aussi... le viol, il est aussi bien, hein. Enfin, aussi bien. Attention à l'époque qu'on vit. Le viol est aussi bien filmé. Je ne suis pas... un violeur, je dis que quand on filme un viol, on doit le filmer bien pour montrer que c'est pas bien. Ouais.
Mais ok, et c'est vrai que ce qui est d'amusant en plus avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'un des cinéastes les plus reconnus dans le monde entier, c'est Kubrick, et qui n'a en fait jamais fait que du genre, puisque chaque film, il s'est attaqué à un genre en fait. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être adulé par les gens dont on parlait, et qui hier l'aurait peut-être rebuté dans les colonnes de certains canards, éventuellement, hein, ou Kubrick? ou pas. Non, je pense que Stanley Kubrick, que j'aime beaucoup, est à la fois le meilleur et le pire metteur en scène du monde. Il commence par 3 films policiers extraordinaires. Après, il croise Kirk Douglas, avec qui il va faire 2 films qu'après il reniera, parce que Kirk Douglas, c'est une forte personnalité qui impose sa vision, c'est Spartacus et les Sentiers de la Gloire. Et après, moi je connais pas mal de gens qui ont travaillé avec Kubrick, comme Brian Aldiss, qui fera pas avec lui l'intelligence artificielle, qui fera avec Spielberg. Mais après, il veut, en gros, être le grand metteur en scène qui fait le dernier film dans chaque genre. Alors, moi, je trouve que The Shining, je trouve que Nicholson grimace trop tôt. Je trouve qu'au bout d'une demi-heure, il est raide dingo, et je suis pas d'accord. Je pense que Hey White Shot, j'ai déjà vu la scène avec les prêtres à Aum dans un film de la Hammer, avec Christopher Lee. Je suis pas trop d'accord. Je pense qu'il veut tellement être dans sa légende et faire l'ultime film, le Barry Lyndon, le machin, toujours le dernier film de genre. En fait, il y a quelqu'un qui l'a fait. Le dernier film, c'est pas lui, c'est Robert Wise. Avant lui, Robert Wise, qui vient du polar, des trucs comme ça, il va faire Nous avons gagné ce soir, ultimate film de boxe. Quelques années plus tard, il va faire le film le plus sirupeux du monde, La Mélodie du Bonheur. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il fait West Side Story. Il va faire Le jour où la Terre s'arrêta, un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. Il va, lui, vraiment, dans chaque genre, faire pratiquement le tombeau du genre, mais sans se vanter. C'est vrai que moi, je te dis, je sortais de voir La Mélodie du Bonheur, que j'avais trouvé bien, mais dans le genre, oh non, les collines, les trucs, l'Autriche et tout. Et puis je vais dans la seule salle qui jouait West Side Story, avec un compositeur classique, Elmer Bernstein, j'entends pam 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 pam. Puis je me vois le film rock ultime. Et c'est Wise. Et Wise va continuer à faire un Star Trek prodigieux. Il va faire le plus grand film d'horreur du monde, La Maison du Diable, à côté duquel... Un de mes films préférés. Bah oui, alors ce Shining, il peut se rhabiller. Parce que là... Oui. Ouh, Sur la suggestion, hein. Ouais. Quasiment aucun effet, si ce n'est sonore, principalement. Hein. Fantastique film. eh ouais. Non, Kubrick, moi je l'aime parce qu'il est mégalo, qu'il a voulu bâtir sa légende. Par contre, j'ai le droit de l'aimer à égalité avec des gens qui n'ont pas voulu bâtir leur légende. Mais 2001, par exemple, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Guamard, qui était prof à la Sorbonne, chaque année faisait une théorie différente sur 2001. Mais Kubrick, c'est un gros tricheur, parce que dans le roman 2001, il y a un tableau qui est au centre, un tableau d'Andrew Wyss, où il y a une femme qui a les bras très maigres, qui regarde au fond la maison, qui est dans Les Moissons du ciel de Malick. C'est l'affiche du film. Et ben, pourquoi il n'a pas mis le tableau qui est ce qu'il y a dans la cellule spatiale à la fin? Ben, parce qu'il avait copié toutes les lumières dans Barry Lyndon avant. Alors il n'allait pas se faire prendre la main dans le sac. Mais je dis ça, mais j'adore Kubrick. Et je pense que la moitié de White Shot, toutes les scènes dans les toilettes avec Kidman et Tom Cruise, c'est génial. Simplement, la célébration avec tout le monde habillé avec les capuches et tout, on a déjà vu ça dans Monsieur de Richelieu, joué par Christopher Lee, qui nous fait un sabbat à la Hammer. Non, mais le club Fidelio dans les White Shot, c'est pas ce qu'il y a de mieux, effectivement, dans le film, c'est certain. Voilà. Mais voilà. Mais bon, il manque un Kubrick, hein, parce que Kubrick, c'est quand même un mec qui nous manipule comme Hitchcock nous manipulait. Hitchcock, en France, il disait oui, c'est un hommage à Hopper, de je sais plus quel plan et tout, parce qu'il savait qu'on adore Hopper. Puis comme en Amérique, il préférait Andrew Wyss qui a fait ce tableau, il disait, dans le mail, il disait c'est un hommage à Andrew Wyss. Lui, il était là pour vendre ses films, Hitchcock. Et en fait, c'est un hommage aux deux. Bien sûr. On arrive à la fin de cet entretien et je te remercie encore une fois beaucoup pour ces réponses longues et détaillées et c'était, ma foi, particulièrement intéressant. Merci Jean-Pierre.
Non, moi je pense qu'on vit une époque terrible et merveilleuse. Terrible parce qu'il y a tellement de trucs dans tous les sens qui paraissent et tout qu'on peut pas tout lire. Merveilleuse parce qu'on a accès à des milliers de trucs qu'on n'avait pas accès. Terrible parce que la fin du monde est peut-être pour juste demain matin. Merveilleuse parce qu'elle est peut-être pour dans 3000 milliards d'années et peut-être qu'on va devenir martien d'ici 3 mois ou 10 ans ou 20 ans et on n'a aucune idée de l'avenir. Moi j'aimerais bien vivre assez vieux pour voir ou la fin du monde mais aux premières loges parce que c'est mieux qu'un concert de rock. Mais je pense qu'il ne va pas y avoir de fin du monde. Je pense qu'on va être amené peut-être à quelque chose que la science-fiction a prévu longtemps, à des exodes, à des mutations, à des trucs. Bon, il va y avoir une période là, en Chine, quand on veut maudire quelqu'un, on lui dit « Puissiez-vous vivre des moments intéressants ?» Eh bien maintenant, en tant que délégué de Donald Trump, Poutine, Macron, qui m'ont investi pour vous dire ce que sera l'avenir, je vous dis, puissiez-vous vivre des temps intéressants.